Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo pour répondre aux questions des commentaires. Donc c'est vrai que souvent vous me posez des questions en commentaire, j'ai pas tout le temps de pouvoir répondre de façon claire. Alors dans cette vidéo, ça va être l'occasion pour moi de répondre à pas mal de questions qui ont été posées ce mois-ci auxquelles vous n'avez pas eu de réponse. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire de façon à ce que éventuellement dans ce type de format je puisse y répondre pour les prochaines fois. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de façon à savoir si je refais une vidéo comme celle-ci. Alors, une des questions qui m'est revenue très souvent et c'est pour ça que je vais y répondre, c'est de Nicolas M. Merci pour ta vidéo. As-tu une liste des livres en anglais? Cela m'intéresse beaucoup. Merci Captain. Cette question m'a été posée sur Twitter, elle m'a été posée un peu partout. J'en ai sélectionné 4. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mes préférés. C'est ceux qui m'ont impacté le plus, en plus de ceux que je vous ai déjà donnés en français. Donc celui-ci, pour moi, il est excellent. Flash Crash de Liam Vaughan. Vraiment une histoire de dingue. Donc c'est plus une histoire que un livre où vous allez apprendre du trading, mais vraiment cette histoire est complètement dingue et vraiment ce livre il m'a beaucoup plu. C'était vraiment sympa de le lire, je l'ai dévoré. Encore une fois, histoire de dingue, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse le consulter, le lire, donc pas de traduction je crois pour le moment de ce livre. Donc profitez-en, super livre. Un autre livre où il y a beaucoup de alpha, beaucoup de notions intéressantes, beaucoup d'histoires incroyables. Et là, c'est le Unknown Market Wizard, The Best Traders You Never Heard. Donc vraiment trop cool. Tous les livres de Jack Swagger sont un classique pour les traders. C'est évident qu'il faut tous les lire, ces livres de Jack Swagger. On apprend en écoutant les meilleurs de toute façon. Et là, du coup, c'est tous les traders qui ne sont absolument pas connus. C'est des gens anonymes comme vous et moi qui ont gagné beaucoup d'argent dans les marchés financiers. Donc évidemment, pouvoir rentrer dans ce livre, il faut évidemment pouvoir prouver d'avoir réussi à gagner autant d'argent. Donc, tous ces gens-là sont des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et les histoires, les stratégies qui sont évoquées, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Allez y faire un tour si vous parlez et lisez l'anglais. Ça, c'est ma petite pépite. J'y ai tiré beaucoup de choses de ce livre. Je vous invite évidemment à aller y faire un tour si vous souhaitez l'acheter. How I Made $1 Million Last Year Trading Commodities de Larry Williams. Donc Larry Williams est un trader que j'aime beaucoup. Je trouve que beaucoup de ses stratégies, beaucoup de choses dont il parle est extrêmement pertinente et ça fonctionne assez bien dans le marché des cryptos. Donc forcément, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur ce livre de Larry Williams, un de mes favoris livres de trading. J'en ai lu beaucoup des livres de trading, mais clairement, c'est celui-ci mon préféré. Ici, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu la price action, connaître des stratégies éventuelles, donc c'est pas forcément du 100%, on peut pas tout le temps uniquement faire ce que nous disent les livres et gagner de l'argent, ça serait trop facile, mais chaque livre, on en tire des notions, on en tire des choses intéressantes. Le but après, c'est de unifier toutes ces notions, les adapter et les mettre en place dans notre trading, les tester. C'est pas, on essaye une petite stratégie, on essaye une fois, ça marche pas. Non, essayer des stratégies, c'est tout simplement les faire une centaine de fois. Une fois qu'on a fait une centaine de fois, on regarde, oui, d'accord, c'est vrai, effectivement, c'est intéressant. Non, peut-être que ça marche pas. Enfin, voilà, tester une stratégie, c'est ça. C'est pas essayer une fois dans une seule condition de marché et de dire non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour ces livres. C'est là ma petite sélection. Elle est pas énorme, mais elle est là. Et je pense que c'est amplement suffisant, en plus avec la liste que vous avez eue en français. Alors, autre question qui a été posée dans comment shorter le marché. C'est Tuto COD qui me pose la question, qu'est-ce que je pense des effets de levier? Alors, c'est une question qui me revient très souvent, très souvent, où ma réponse est toujours la même. L'effet de levier est un outil qui peut être utile pour accroître son potentiel de taille de position, donc pas forcément de gain, encore une fois, et c'est un outil qui est utile si on a beaucoup d'expérience dans le marché. Si on a vraiment des stratégies fiables, des stratégies auxquelles on a testé, on connaît nos résultats, on a un win rate dessus, on sait que, voilà, en termes de probabilité, cette stratégie nous rapporte tant. En revanche, c'est l'outil, le meilleur moyen pour se ruiner. Beaucoup de gens utilisent l'effet de levier alors qu'ils n'ont aucune stratégie. Et ça, pour moi, c'est la porte ouverte à la ruine. Les cryptos sont extrêmement volatiles, donc un effet de levier sans stop loss, de toute façon, c'est sûr que c'est la liquidation. Donc si vous pensez que vous pouvez utiliser du levier
de façon à être plus riche, de gagner plus vite? Oui, peut-être, mais c'est le meilleur moyen de tout perdre et très très vite. J'ai liquidé un gros paquet de comptes avant de m'en sortir en levier. J'ai rendu une grosse partie des gains que j'ai éventuellement fait aussi. Donc, il faut comprendre que l'effet de levier demande beaucoup de pratique, beaucoup de professionnalisme et beaucoup de rigueur. Si vous n'avez pas tous ces outils en main, je pense que vous ferez comme 98% des intervenants de l'effet de levier. Vous perdrez la totalité de ce que vous avez fait. Donc, c'est assez addictif, les leviers. Ça fait penser un peu au casino. On voit des plus 100, des plus 300, etc. Mais derrière, généralement, ça termine plus souvent en négatif. Donc, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à maîtriser l'effet de levier et ça m'a coûté très cher de l'apprendre. Je préfère que là-dessus, ça soit clair. Une question intéressante de Joshua T. Qu'est-ce qu'une poche de liquidité? Alors, une poche de liquidité, c'est tout simplement un endroit où réside de la liquidité. Pourquoi on peut définir une zone de liquidité, on peut ne pas la définir, etc. Il faut comprendre qu'il y a des lieux qui réunissent forcément de la demande sur certains endroits. Donc par exemple, ici, on va regarder sur Ethereum, où est-ce qu'on aura une poche de liquidité la plus évidente? Tout simplement ici, les 2031. Pourquoi les 2031 est certainement une poche de liquidité? Tout simplement parce que si des gens ont acheté ici le pullback, ils vont placer, parce que ça a été enseigné ainsi, c'est ce qui tourne le plus souvent sur le web, ils vont placer leur stop loss juste ici, d'accord? De la même façon que par exemple, ici, tous les shorts qui ont commencé un short sur cet actif, ils ont tout simplement placé leur stop loss ici. Ce qui fait que ici est une poche de liquidité. C'est pour ça que de la même façon ici, précédemment, c'était une poche de liquidité. Pourquoi? Tout simplement parce que tous ceux qui ont short ici, ils ont placé leur stop loss juste au-dessus et le marché est venu chercher les stop loss et a réintégré par la suite. Donc ça, c'est les lieux qui sont de toute évidence des poches de liquidité. Et donc, il ne faut pas chercher super loin. Tous les anciens sommets et tous les anciens creux sont généralement des poches de liquidité. Donc, personnellement, c'est là où le marché va venir gratter de la liquidité avant de repartir à la hausse. Par exemple, ici, on regarde en 4 heures, on voit ce creux. Peut-être que des gens qui ont acheté se sont dit, voilà, je veux placer mon stop loss sous cet ancien creux. Et derrière, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est venu chercher tous les stop loss et on est venu hausser par la suite. Donc, pareil, ici pour le short, on est venu chercher tous les stop loss et toute la liquidité qui résidait ici. Et tout simplement, le marché a baissé. Donc, il faut vous dire que les gros opérateurs, les whales, comme on dit, ont besoin, pour pouvoir long ou short, ont besoin tout simplement de liquidité. Donc, s'ils achetaient au marché, forcément, leur position serait évidente. On pourrait savoir instantanément qu'ils ont acheté gros. Et dans ces cas-là, on pourrait repérer leur position. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Donc, c'est pour ça que derrière, ils ont besoin, par exemple, dans ce genre de breakout, de poser leurs ordres ici pour que finalement, ils soient absorbés. Et donc, leur position est absorbée et derrière, le marché peut baisser par la suite sans qu'on remarque leur placement. Donc, c'est ça, les poches de liquidité. Et c'est pour ça que très souvent, il ne faut pas faire comme on vous dit, de placer son stop loss sous un creux. Si vous le faites, peut-être, mais derrière, vous devez savoir évidemment ce que vous faites. C'est pour ça que généralement, je conseille toujours d'avoir un peu d'espace entre le dernier creux et son stop loss pour ne pas tout simplement être piégé dans une poche de liquidité et voir un trade qui aurait pu être gagnant devenir perdant tout simplement parce qu'on a posé son ordre dans une poche. Alors, dans la dernière vidéo de Put Option, il y a Maxime qui m'a posé une question. Maxime C. Pourrais-tu expliquer la différence entre l'Open Interest et l'outil de short ou long sur TradingView, BTC USD short, BTC USD long? Ça reste confus pour moi. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Dernièrement, j'ai remarqué que cet indicateur est vachement à la mode. Il faut savoir que sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y a toujours des modes. Quand on ne parle pas de Wyckoff, on parle de Ishimoku. Quand on ne parle pas Ishimoku, on parle des BTC USD long, BTC USD short. Alors cet indicateur représente le nombre de positions longues cumulées. Tout simplement, il ne nous indique pas grand-chose, à part que, par exemple, voilà, ici, depuis le 3 juin, on a de plus en plus de longues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que derrière, le prix a haussé par la suite? Non. Honnêtement, cet indicateur, pour moi, n'est absolument pas représentatif du marché et ne permet pas d'avoir tout simplement une idée cohérente de ce que va nous donner le marché
grâce à cet indicateur. Donc, c'est pour ça que cet indicateur, je le prends avec des pincettes et pour moi, il a aucune utilité si ce n'est que éventuellement savoir qu'il y a plus de shorts ou plus de longues, mais c'est tout. Derrière, on n'a pas forcément beaucoup plus d'indications grâce à cet indicateur. L'open interest, lui, est la somme des contrats longs et des contrats short divisés par 2. Et ça nous donne l'open interest. Donc, ça nous donne globalement le nombre de contrats qui sont actuellement ouverts sur les contrats futurs. Donc, rien à voir, d'accord? C'est uniquement les contrats futurs, donc de Binance USDT, Binance Pair, XBT sur BitMEX, etc., etc. Donc ça, c'est le nombre de contrats qui sont ouverts. Je vous rappelle que pour fermer un contrat, si on a une position longue, pour fermer le contrat, il faudra une vente qui fermera son contrat. Pour une vente, ça sera un long qui viendra clôturer un short. Donc voilà, indicateur ici à prendre avec beaucoup de pincettes pour ma part. Je pense qu'il ne nous indique pas grand-chose. Et du coup, prendre des décisions de trading grâce à cet indicateur des BTC, USDT short, long, pour moi, n'est pas du tout une bonne idée et je le conseille pas du tout, de toute évidence. Dans Call Option, il y a une petite question qui m'est posée, c'est si notre ESL ne fonctionne pas, tu veux dire quoi? C'est stressant un peu. Pour ma part, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois sur Binance Future d'avoir un stop loss qui ne s'est pas déclenché. Très difficile de contester ce genre de choses et ça m'est déjà arrivé que finalement il ne se déclenche pas. Normalement, un ordre au marché devrait se déclencher. Il peut y avoir, on va dire, des mini probabilités pour qu'un jour ça puisse arriver et ça puisse vous arriver. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si vous n'avez pas assez de liquidité sur votre compte, vous pouvez être liquidé. Par exemple, avec un call option, cette possibilité n'est pas possible parce que quoi qu'il arrive, on perd le prix qu'on a payé pour cette option. Donc, on a déjà payé un montant, on ne peut pas perdre plus de ce montant. Je vous rappelle que quand vous faites du levier, vous empruntez. Donc, dans ces cas-là, dès que vous n'avez plus assez d'argent pour couvrir votre perte, la plateforme se permet tout simplement de clôturer vos positions perdantes et dans ces cas-là, de liquider votre compte. Alors, il y a une question sur les call options de Mo. Je ne comprends pas l'utilité entre acheter un call option sur le Bitcoin et acheter du BTC tout court. Dans les deux cas, si le prix monte, on va faire une plus-value. S'il baisse, on va faire une moins-value. Alors, par exemple, déjà, la grande différence, c'est que si tu achètes, on va dire, 0,10 BTC en spot, quelle est ta perte maximum? C'est si le Bitcoin arrive à 0. Et dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, tu n'es pas protégé, tu perdras la totalité de ton investissement. C'est vraiment pour faire un exemple basique, pour que ça soit plus imagé. Alors derrière, si on achète un call option de 0,10 BTC, on peut perdre la totalité de ces 0,10 BTC. Mais derrière, qu'est-ce que ça va nous proposer? Si on achète un contrat entier qui nous coûte 0,10 BTC, en fonction de notre date d'expiration, on va être exposé à l'évolution de 1 BTC entier. C'est-à-dire que pour 0,10 BTC, on va contrôler la totalité d'un BTC. C'est-à-dire que si par exemple 0,10 BTC à l'heure actuelle pour 0,10 BTC, c'est comme si on s'exposait à un effet de levier tout en ayant un stop loss parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas perdre plus de 0,10 BTC. Et dans ces cas-là, on s'expose à la hausse, à l'ensemble de l'évolution haussière de 1 Bitcoin. Alors que si derrière on achète 0,10 BTC, on est juste exposé à l'évolution de 0,10 BTC. C'est-à-dire que dans un cas de figure, si par exemple le BTC fait x2, par exemple, si du 30 000 $, il passe à 60 000 $, dans ces cas-là, nous, on empochera 57 000 $, si j'ai bien fait les calculs. Alors qu'à l'inverse, si nous, on a acheté 0,10 BTC et que le BTC est à 30 000 $ et que le BTC fait x2, dans ces cas-là, nous, on empoche de bénéfices 3 000 $. On double le montant qu'on a investi. Dans l'autre cas, on le démultiplie. Donc, c'est ça la grande différence à être un call option et un achat spot. Donc, voilà les principales questions qui m'avaient été posées. Donc, j'espère évidemment avoir y répondu correctement. N'hésitez pas, si vous étiez de ceux qui m'avaient posé des questions, de savoir si j'ai réussi à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît, si je dois le refaire. Et dans ces cas-là, je vous encourage largement à mettre en commentaire lorsque vous avez des questions. Comprenez que je ne peux pas toujours y répondre. C'est parfois des questions qui mettent du temps à répondre. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur le Discord où on est une grosse équipe d'apprentis traders, de gens qui donnent tout pour apprendre à trader et qui ont la même passion que vous pour les crypto-monnaies. Et sinon, on se retrouve sur la majorité des réseaux sociaux. Twitch, Facebook, Twitter. Bon trading à tous.